Bon retour les amis, nous avons été coupés du fait de quelques petites difficultés techniques. Alors nous espérons pouvoir aller jusqu'au bout. Je vous salue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a Guy Wanji, bienvenue. Je vois Prenel. Et voilà, nous sommes 14, nous attendons un peu. Il y a mon ami le Katangé, le technicien qui s'occupe de tout ça, qui est là, je le salue. Il y a Nadine, bienvenue et bonsoir. Alors les amis, nous sommes 31 personnes et on va commencer. Hein. Nous respectons ceux qui sont là. C'est un petit point que je vais faire par rapport à l'abondant courrier que j'ai reçu me posant des questions précises. Alors, on va parler bien sûr du président Laurent Gbagbo et de sa situation avec la Cour pénale internationale. Mais j'ai reçu un abondant courrier par rapport à ce qui se passe. Enfin, c'est l'ère du temps, ce qui est dans l'ère du temps, à savoir la traite des Noirs à la faveur du mouvement de Black Lives Matter. Il y a des gens qui ont dénoncé le fait que la Maison Blanche aux États-Unis avait été construite par sur le sang des Noirs, des esclaves noirs. Et quelqu'un a écrit un article disant que c'était la même chose pour le palais de l'Élysée en France. Alors, j'ai reçu un abondant courrier dessus. Alors, il faut faire un point. D'abord, cette appellation de palais de l'Élysée était une appellation abusive. Parce que ce qui est devenu Élysée, ce que vous appelez le palais de l'Élysée, ou les journalistes appellent palais de l'Élysée, n'est pas un palais au sens où on entendrait du château de Fontainebleau ou alors de Chandor. Il se trouve que ce palais, à l'origine, avait été construit par un particulier, aménagé pour lui. Et contrairement à ce que j'ai lu quelque part, parce qu'il y a un financier qui était esclavagiste, c'est-à-dire qu'il a fait sa fortune avec l'argent issu du commerce des esclaves. Alors j'ai lu quelque part, et beaucoup d'entre vous m'avaient écrit pour m'interpeller, un certain Antoine Crozat, qui était financier et qui faisait du business avec les esclaves. Mais ce n'est pas lui, c'est-à-dire que cette information est complètement erronée. Ce n'est pas lui qui a construit ce qui est prosaïquement appelé le palais de l'Élysée. À l'origine, ça s'appelait l'hôtel d'Évreux. Et l'hôtel d'Évreux, pourquoi? Parce que son propriétaire était un comte. On l'appelait le comte d'Évreux. Et il s'appelait Henri de la Tour d'Auvergne. C'est comte d'Évreux. Et il avait beaucoup d'argent, il n'avait pas besoin de faire l'esclavage pour faire de l'argent, parce qu'il était, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de France, il était le petit-neveu de Mazarin, le cardinal Mazarin, c'est-à-dire il était le petit-neveu de Turenne et du cardinal Mazarin. Alors le cardinal Mazarin était venu d'Italie, c'est Richelieu Drouot, le ministre de Louis XIII, c'est-à-dire que c'est l'inventeur de l'Académie française. C'est Richelieu Drouot qui a inventé l'Académie française en associant des gens comme le grammairien Vaugelas. Vaugelas, ça s'écrit avec S, mais ça se prononce Vaugelas sans S. Le fameux Vaugelas, vous savez, il est passé à la postérité pour avoir au moment de sa mort eu ce trait d'esprit. Il avait un abcès et au moment où il rendait l'abcès par
la bouche quelque temps avant de mourir, il avait été surpris par son valet des champs qui s'en étonnait. Et il lui a répondu, mon cher ami, nous sommes si peu de choses, je m'en vais, je m'en vas. Les deux se disent et se disent. Voilà ce qu'il disait au moment de mourir. Enfin, voilà la petite anecdote et la petite parenthèse. Donc, le cardinal Mazarin avait été amené en France par Richelieu Dreux, le fondateur de l'Académie française. Et il est venu en France parce qu'il était question de préparer la régence. C'est-à-dire que quand le roi Louis XIII meurt, son fils, Louis XIV, le futur roi Soleil, bâtisseur du palais de Versailles, a 5 ans. Il ne peut pas gouverner, il ne peut pas monter au trône. Donc c'est le cardinal Mazarin qui va d'abord préparer son éducation religieuse et va gouverner conjointement avec la veuve, ce qu'on appelle la régence, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et Louis XIV va devenir roi. Et ceux qui connaissent l'histoire du roi Mamoun, lorsque le roi Sangou meurt, le jeune Joël n'a que 5 ans, et c'est beaucoup plus tard, je crois à l'âge de 15 ans également, qu'il va monter au trône. En tout temps, la régence va être assurée par son collaborateur Mbankom et sa maman Jeanne Dokier. Voilà pour le parallèle. Mais bref, c'était juste pour dire que le véritable propriétaire de l'hôtel d'Évreux, futur palais de l'Élysée, s'appelait le comte d'Évreux. Il était certes le gendre, Antoine Crozat était son gendre, mais ce n'est pas lui qui a bâti ce palais qui, à l'époque, ne valait pas grand-chose, parce que l'emplacement actuel de Paris était hors de la ville de Paris. Paris n'avait que 8 arrondissements à l'époque, et là où se trouve l'Élysée aujourd'hui était dans la campagne. D'ailleurs, les bourgeois de l'époque se moquaient du comte d'Évreux. On disait qu'il avait mauvais goût pour être allé construire un hôtel, il est allé construire un hôtel particulier dans un environnement de campagne. Donc ça ne coûtait pas beaucoup d'argent à l'époque, et puis ce n'était pas classé comme une maison de luxe. Donc voilà, donc le véritable propriétaire du palais d'Élysée, hôtel d'Évreux à l'époque, c'était le comte d'Évreux. Et lorsqu'il va mourir, ses héritiers vont vendre cet édifice à Turenne, le marquis de Turenne, et sa sœur. C'est là où ça devient intéressant. Sa sœur, c'était la marquise de Pompadour. Dans la marquise de Pompadour, c'était la maîtresse de Louis XV. Mais à l'époque, on ne disait pas maîtresse, on disait la favorite. Voilà. Et quand elle va mourir, la marquise, elle va léguer le palais de l'Élysée à Louis XV, qui n'y mettra jamais les pieds. Il n'y mettra jamais les pieds, ça va évoluer, l'Élysée va connaître plusieurs usages. Il va même être confisqué avant la Révolution, et à un moment il va servir d'imprimerie nationale. Il y a un riche négoce qui va y organiser des balles d'encens dans les salons d'Élysée comme dans les jardins, etc. Donc ce n'est pas tellement pour ça que je voulais, mais je voulais juste lever l'équivoque, c'est-à-dire que ce n'était pas Antoine Croizat, mais le comte d'Évreux, Henri de la Tour-de-Vergne. Alors, nous parlons de Laurent Gbagbo. Il y a un mois, je vous indiquais que, je crois que c'était exactement le 10 juin, les avocats du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé ont saisi la Cour pénale d'une requête pour rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi saisissent-ils la Cour pénale internationale? Vous savez qu'on a allégé leurs conditions de déplacement, c'est-à-dire qu'ils peuvent désormais, ils ne sont plus astreints à rester en Belgique pour le président Laurent Gbagbo et en Hollande pour Blé Goudé, comme c'était le cas. Ils peuvent désormais aller dans tous les pays qui reconnaissent la juridiction de la Cour pénale internationale. Alors, reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire presque tous les pays ont signé le traité de Rome. Le traité de Rome, c'est l'acte juridique donnant naissance à la Cour pénale internationale. C'était le 17 juillet 1998. Alors, tout le monde a signé le traité de Rome. Mais signer le traité de Rome, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on souscrit aux grands principes, aux grandes déclarations, c'est-à-dire, il n'y a personne sur la terre qui va vous dire que voilà, moi, je suis pour le génocide, ou moi, je suis pour les crimes de guerre, ou moi, je suis pour les crimes contre l'humanité. Donc, que tout le monde fasse cette déclaration en disant, voilà, ces principes, ces crimes, nous les dénonçons. C'est ce qu'on appelle agréer au principe de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire on est signataire. Mais là où ça se complique, le fait d'avoir signé,
je l'ai dit plusieurs fois, le seul fait d'avoir signé le traité de Rome, acte juridique ayant donné la naissance à la Cour pénale internationale, ne signifie pas que vous reconnaissez la juridiction de ces institutions. Alors pour le faire, il y a ce qu'on appelle État parti. C'est-à-dire, vous avez les États signataires, mais vous avez des États partis. Un État parti, c'est un État qui a ratifié le traité de Rome en l'ayant signé. Mais on peut l'avoir signé sans le ratifier. Alors quand on le ratifie, on est ce qu'on appelle État parti. Ça veut dire que nous reconnaissons la juridiction de la Cour pénale internationale à venir mener des enquêtes chez nous si besoin en est. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis ça parce que c'est en relation avec ce dont je vous entretiens. Laurent Gbagbo et Blé Goudé peuvent aller dans tous les pays qui reconnaissent la juridiction de la Cour pénale internationale. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Ce n'était pas le cas sur le président Gbagbo, mais Alassane est venu, il a fait, on a arrêté Gbagbo, etc. Vous connaissez la suite. Donc, mais il ne peut pas aller dans un de ces pays sans s'adresser aux autorités du pays, c'est-à-dire leur demander une autorisation préalable. Mais pour le faire, ils doivent s'adresser au bureau du greffe de la CPI. C'est pour ça que leurs avocats se sont adressés au bureau du greffe de la CPI, et le bureau de la CPI a saisi les autorités ivoiriennes de la requête des deux personnes souhaitant rentrer chez eux en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont pris 2 à 3 semaines avant de manifester, avant de reconnaître, d'avoir accusé réception de cette requête. Ils ne peuvent pas dire le contraire parce que ce ne sont pas le président Gbagbo et Blé Goudé qui se sont adressés à eux. Cette requête est passée par le bureau de greffe de la CPI avec accusé de réception. Alors cette semaine, les autorités ivoiriennes se sont enfin manifestées, ont dit envoi accusé réception de la requête via le bureau de greffe. Mais ils ont dans le même temps dit à la CPI qu'elle réfléchissait, je parle des autorités ivoiriennes, qu'elles réfléchissaient au sens qu'elles allaient donner à leur décision. La CPI leur a répliqué que non, monsieur, vous n'avez pas à réfléchir. Votre pays est État parti, c'est-à-dire qu'elle reconnaît la compétence de la juridiction de la CPI. En tant que membre, la Côte d'Ivoire a des droits, elle a des avantages certes, elle a des droits, mais elle a également des obligations. Et ces obligations, quelles sont-elles? Elles consistent à respecter, au moment où vous avez reconnu l'autorité de cette cour, à respecter les conditions qui vont avec. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque quelqu'un est acquitté, qui est passé devant la CPI, qui est acquitté, on ne peut pas lui refuser raisonnablement de rentrer dans son pays sans que cette décision soit valablement justifiée en droit au-delà de ce qu'on appelle le tout raisonnable. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que les autorités ivoiriennes, ils peuvent peut-être retarder le retour en Côte d'Ivoire de Blé Goudé et du président Gbagbo, mais ils ne peuvent pas dire comme ça que voilà, ils ne viendront pas, parce que ça ne se justifie pas. Ils ont été acquittés par cette même cour dont vous reconnaissez la juridiction. Voilà le cas. Mais c'est qui, vous le savez, je ne vous apprends rien, Alassane Ouattara avait désigné le défunt Premier ministre Amadou Bongo Coulibaly comme son défunt. Celui-ci est décédé paix à son âme. En l'état actuel des choses, il n'y a personne d'autre. Alassane Ouattara réfléchit à se représenter. Mais c'est là où il va montrer à la communauté internationale, comme Laurent Gbagbo a l'habitude de dire, que Alassane Ouattara c'est un menteur. C'est là où il va montrer à la communauté internationale qu'il n'est pas un homme de parole. Il ne respecte pas sa parole. Et aujourd'hui même nous apprenons son ancien ministre des Affaires étrangères, Amon Tano, a déclaré sa candidature en reconnaissant qu'ils avaient, eux, quand je dis eux, c'est-à-dire le gouvernement d'Alassane auquel ils faisaient partie, ils ont construit des ponts, disait-il, mais ils ont oublié de construire des passerelles. Ça signifie simplement qu'ils ont fait des infrastructures, comme mes amis en Côte d'Ivoire disent on ne mange pas au bouton. Ils ont certes fait des infrastructures, mais ils ont oublié le lien, le tissu social, la paix sociale en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui nous apprenons que c'est le ministre des Affaires étrangères qui a claqué la porte. D'ailleurs, il n'avait pas assisté à cette messe d'investiture lorsqu'on avait investi
Amadou Koulibaly de façon unilatérale comme dauphin constitutionnel. Il n'avait pas assisté à cela alors qu'il était encore ministre. Et quelque temps après, il a démissionné. Donc, la défaite d'Alassane viendra certainement de son camp. Mais nous ne sommes pas dans cette logique. On ne s'occupe pas de cet aspect des choses. Mais nous avons appris l'existence d'un sondage qui disait que quel que soit le cas de figure, même si le président Gbagbo n'était pas candidat à l'élection à venir, quel que soit le candidat à qui il donnerait sa bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a le Fonds populaire ivoirien, parti de Laurent Gbagbo, qui a des accords avec le PDCI, parti de Félix Houphouët-Boigny. Mais je vous rappelle aussi que le PDCI était le partenaire du RDR, le parti d'Alassane, au sein de la coalition qu'on appelait le RHDP, le nom que leur avait naguère soufflé Jacques Chirac à l'époque. Donc, le PDCI ne fait plus partie de cette coalition, comme vous savez, mais le PDCI a une alliance, un accord électoral avec le FPI du président Laurent Gbagbo. Ça signifie que celui des deux qui arrive au deuxième tour sera supporté par l'autre. Donc voilà la situation. Mais il y a un jeune qui m'a écrit, à qui j'ai promis de répondre aujourd'hui, dans ce bref point que je vous fais. Il me demandait l'origine du combat politique de Gbagbo. Et j'ai expliqué, comme je vous explique souvent, et je profite de ce bref point pour lui répondre. Laurent Gbagbo, on peut dire que politiquement, il est né à l'école du malheur. Parce qu'en 1958, il entre au petit séminaire. Au petit séminaire Dominique Savio de Gagnois. Très très vite, il s'abonne à un magazine qui s'appelle Africasie, où on lui parle de politique. Mais son modèle, c'est Senghor. C'est-à-dire qu'il veut faire des études, disait-il, pour être président. C'est-à-dire qu'il veut ressembler à Senghor. Senghor qui est académicien, mais pas encore à l'époque. Il est agrégé de grammaire française. Et voilà le modèle politique de Gbagbo à l'époque. Il est en 6e, en 1958, petit séminaire Dominique Savio de Gagnois. Mais des années plus tard, ce qui va véritablement le marquer, lorsqu'il a 18 ans, il entre en classe de seconde au lycée classique d'Abidjan. Le lycée classique où il va enseigner des années plus tard comme professeur d'histoire. Mais quand il arrive là, en classe de seconde, il y a la vague des complots. Ceux qui sont ivoiriens ou qui ont mon âge ou qui ont lu sur ces questions savent de quoi je parle. Lorsqu'il y a eu la vague des complots dénoncés par Houphouët-Boigny, complots à la faveur desquels il va arrêter pas mal de ses propres ministres et même des personnalités innocentes. Une année plus tard, en 1963, Laurent Gbagbo va assister à l'arrestation de son propre papa, Koudou-Paul qui a fait la Deuxième Guerre mondiale avec les bataillons de ce qu'on appelait la France libre. On vient l'arrêter chez lui, on le soupçonne de faire partie de ces comploteurs contre le président Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo, il a 18 ans. Et au moment où on vient le chercher chez lui, Koudou-Paul, avant de monter dans la voiture, dit à son fils, écoute Laurent, si moi, qui n'ai pas fait plus que le niveau du cours élémentaire deuxième année, si ces gens viennent m'arrêter, il faut que tu saches que ces complots n'existent pas. Donc, cette histoire va marquer Gbagbo, mais ce qui va le marquer davantage, c'est l'arrestation de l'oncle de sa maman, qui était ministre du Travail et des Affaires sociales. Il s'appelait Camille Gray. C'est l'oncle de la maman de Laurent Gbagbo. C'était lui le pilier de la famille. Et sa grand-mère va en mourir. Elle va mourir pendant que son mari est en détention. Donc voilà les marqueurs politiques de Laurent Gbagbo. Je réponds à ce jeune qui me posait la question. Alors les amis, je vous ai bien dit que notre rendez-vous de ce soir, enfin je ne vous avais pas donné rendez-vous, mais j'ai fait un bref point d'actualité, etc. Je vous revois demain avec beaucoup de plaisir si ça vous intéresse et on parlera d'autres choses. Alors c'était le petit point que je vous ai promis en début de journée et je vous souhaite de passer une agréable soirée les amis. À demain.